Bonsoir. Des députés de la diaspora, on en aura au Sénégal. 15 de nos compatriotes seront élus à l'issue des élections législatives prévues fin juillet. L'occasion de faire du benchmark politique, de voir ce qui se fait ailleurs. Notre invité ce soir, Frédéric Elbar, conseiller consulaire français au Maroc et candidat à la députation des Français à l'étranger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat indépendant dans la 9e circonscription électorale qui couvre 16 pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest, dont le Sénégal. C'est pour cela que vous êtes là. Quel est l'enjeu d'une campagne électorale française à Dakar? C'est un assez grand enjeu. En fait, comme vous l'avez dit, les Français ont, eux, uniquement depuis 5 ans, la possibilité d'avoir des députés qui les représentent pour ceux des Français qui vivent à l'étranger. Et effectivement, c'est une grande circonscription, 16 pays. Le candidat que je suis se balade dans cette circonscription pour connaître les Français qui vivent dans ces pays. Et ces Français, ça couvre aussi, je vous le rappelle, les binationaux, naturellement, qui prennent une place de plus en plus prépondérante dans ces Français qui vivent en Afrique. Et pourquoi Dakar? Ah bien, Dakar est incontournable, naturellement, parce qu'il fait partie de ces grands pays où il y a beaucoup d'électeurs français. 20 000 Français vivent au Sénégal. Exactement. Et donc, sur cette circonscription de 16 pays, les pays dans lesquels il y a le plus d'électeurs français sont le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Oui. Et vos thèmes de campagne, la fiscalité, la succession, l'enseignement, bref, vous défendez les intérêts des Français dans leur pays d'accueil. Que vous répondez-vous justement à ceux qui parlent d'une trop grande présence française, surtout d'entreprises françaises en Afrique francophone, notamment le Sénégal? Je réponds que je pense que quand il y a du business, c'est bon pour tout le monde. Et je pense que par contre, le Sénégal n'est pas un terrain acquis pour la France. C'est un pays qui est ouvert à l'international pour toutes les entreprises internationales, de quelque nationalité qu'elles soient. C'est une bonne chose. Alors moi, naturellement, en tant que Français, je vous dirais que j'aimerais voir plus de nos compatriotes investir au Sénégal, parce que ça a toujours été deux pays frères, et qu'en tant que Français, forcément, j'y vois ma petite touche francophone. Mais je pense que la France a un peu trop baissé la garde en Afrique. Elle a toujours considéré que l'Afrique lui était naturellement acquis, ce qui est faux. Et bien évidemment, et je pense que les politiques français, notamment, doivent revoir la conception de l'Afrique. On n'est plus comme il y a 30 ans ou comme il y a 40 ans. Et ça, les étrangers, les Américains, les Japonais, les Chinois, que sais-je, lorsqu'ils viennent en Afrique, lorsqu'ils viennent au Sénégal, ne rappellent pas toujours aux Sénégalais quelles ont été leurs origines et quelle a été leur histoire. Ils viennent simplement parler business. Et retrouvons au contraire justement cette vision purement business. Peut-être que les entreprises françaises y verront plus clair. Justement, des personnalités politiques françaises ont beaucoup séjourné dernièrement au Sénégal. Il y a presque une sorte de chassé-croisé. Vous êtes candidat indépendant, c'est vrai, vous avez cette particularité-là. Il n'en reste pas moins que la classe politique française s'intéresse à l'Afrique. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose ou vous pensez que c'est une sorte de continuation de ce qu'on a appelé le paternalisme français? Il me semble malheureusement que pour une partie des politiques français, ça reste encore cette approche, cette vieille approche de la France-Afrique, comme on l'appelle. Et je pense qu'au contraire, il faut maintenant avoir une vision probablement différente de la chose. Alors, ils viennent également en Afrique parce que c'est également une forme de reconnaissance. Ils passent quand même dans des pays francophones, des pays qui ont toujours été amis, des pays dans lesquels la France a toujours été présente. C'est pour aller chercher une reconnaissance, mais c'est également pour aller chercher une reconnaissance de la part de leurs électeurs qui se situent en France, qui sont originaires de ces pays. C'est aussi ça, il ne faut pas l'oublier. Et quelle est votre vision, vous? Elle est différente de celle des politiciens? Mais moi, si vous voulez, la différence que j'ai entre ces politiciens et moi, c'est que moi, je vis dans nos communautés. Moi, je vis au Maroc. Moi, vous êtes né à Marrakech. Je suis né à Marrakech, mais depuis un peu plus de 25 ans, je patrouille, si je puis dire, en Afrique, puisque je suis avocat et j'ai créé plusieurs cabinets d'avocats d'affaires. En Afrique, j'ai créé 6 cabinets d'avocats dans 5 pays. Donc je connais le Sénégal pour y être venu plusieurs fois, mais je connais d'autres pays de la zone. Et la différence peut-être, c'est que moi je connais nos communautés et je les vis au quotidien.
Et je les ai vus évoluer naturellement, puisque j'ai évolué comme elles. Et je sais que la vision de la France n'est plus la même qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 40 ans. La jeune génération sénégalaise, celle qui nous regarde, n'a pas connu l'époque de la colonisation, n'est pas forcément allée faire ses études à Paris. Qualifié de crime contre l'humanité par Emmanuel Macron, vous le suivez là, candidat à l'élection présidentielle? Non, je ne le suis pas parce que je ne le suis pas parce que c'est résumé sur plusieurs pays, sur plusieurs dizaines d'années, tout ça en une seule petite méchante phrase, je dirais. Et je ne pense pas qu'on puisse qualifier de crime contre l'humanité toute la présence française sur toute l'Afrique. Bien évidemment qu'il y a eu des tragédies, bien évidemment qu'il y a eu des guerres, de colonisation, de la torture, oui, je vous le rappelle. Et des millions de morts. Et des millions de morts. Ce n'est pas un crime contre l'humanité? La million de morts, le génocide d'une population, on peut l'appeler comme crime contre l'humanité si vous le souhaitez. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, non? Mais est-ce que la vision maintenant d'un homme politique français tel que M. Macron, qui représente l'avenir de la France, puisque c'est ainsi qu'il le porte quelque part, de par son jeune âge, de par le fait que ce soit un candidat indépendant, notamment, est-ce que c'est revenir sur l'Afrique et revenir à nouveau sur cela pourquoi le fait-il à votre avis? Véritablement. Je vous renvoie la question. Alors pourquoi il le fait? Je vais vous le dire, à mon sens, à mon humble sens. S'il le fait, c'est pour se raccrocher une partie d'un électorat français, notamment algérien, puisque lorsqu'il prononce ça, il le prononce en Algérie, pour essayer de le raccrocher au niveau de son électorat. C'est du clientélisme. Et on ne fait pas du clientélisme sur ce type de sujet. Et si on doit essayer de faire quelque chose pour rapprocher les peuples, les populations, et les populations notamment d'origine immigrée en France, sur lesquelles nous avons tellement de problèmes, avec tellement de risques, on ne va pas mettre le feu. On essaye au contraire d'avoir des messages d'ouverture, d'espérance. Ces nouvelles générations de Sénégalais dont je vous parlais, ces jeunes Sénégalais, vous venez leur reparler d'une histoire qu'ils n'ont pas connue, qu'ils n'ont pas vécue. Ils sont en train de regarder l'avenir. Regardons l'avenir ensemble. La France frappée par le terrorisme qui se replie sur elle-même, le communautarisme qui se développe. Dans quelle mesure, vous, Français, binationaux, vivant en terre africaine, pourriez-vous constituer une sorte de modèle en termes d'intégration? Ce modèle d'intégration, il existe naturellement. Mes compatriotes, et comme vous l'avez dit, si justement, notamment les binationaux, je vous rappelle qu'ils représentent une large majorité des Français en Afrique. Ils sont au nombre de combien? Alors, en moyenne, ça doit osciller entre 55 et peut-être 60%. Très bien. Ouais. Et je pense qu'ils sont un modèle par eux-mêmes d'intégration. Je vois bien ici, quand je me balade à Dakar, je rencontre des franco-français, des Français qui sont nés au Sénégal, d'autres qui sont venus, qu'on appelle expatriés, mais qu'on devrait peut-être appeler immigrés, et puis des binationaux. Et ces gens-là sont des chrétiens, sont des musulmans, et ces gens-là vivent en parfaite harmonie. Et je crois que si un modèle d'intégration doit se faire, il doit se faire principalement, je le crois, à partir des binationaux. Parce que justement, ils ont un pied, je dirais, ou en tout cas de la famille, dans les deux pays naturellement. C'est eux qui peuvent envoyer des signaux. Si on ne leur envoie à ces gens-là que des mauvais signaux, puisque la France voudrait les considérer plutôt comme des Sénégalais que des Français, et que de la même manière, leurs compatriotes sénégalais les voient un peu comme des Français, vous êtes en train d'ostraciser une partie de la population qui, à un moment, va perdre ses attributs. Elle perdra peut-être plus facilement les attributs pour ceux qui vivent ici de la France. Ils ne seront donc plus francophiles. Et c'est bien dommage. Moi, je souhaite qu'ils le restent et qu'ils puissent envoyer des messages clairs vis-à-vis, justement, des gens, des Sénégalais qui vivent en France, pour que ça soit, justement, une forme de modèle d'intégration, comme vous dites. Une façon de dire que la France aussi a sa part de responsabilité dans le développement du phénomène terroriste. Ah, mais certainement, la France a une responsabilité, peut-être pas dans le développement du phénomène terrorisme, mais dans le fait qu'à un moment, une partie de sa jeunesse se soit fourvoyée et perdue. Les petits jeunes, 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui se lancent dans le djihadisme, vous croyez qu'ils viennent d'où? Ils se sont d'un coup redécouverts dans une forme de salafisme? Non, ce sont des jeunes qui sont complètement déboussolés, perdus. Ils auraient pu, à mon époque, ça n'existait pas, à mon époque, les jeunes qui se fourvoyaient dans la drogue. Là, ils se fourvoient dans le djihadisme parce qu'ils sont perdus et déboussolés. À cette jeunesse, il faut lui apporter des réponses. Il ne faut pas avoir là-dessus qu'une approche du salafisme. Nous avons un problème avec nos jeunes.
Oui. Quelle réflexion vous inspire le phénomène de l'immigration ou de l'émigration? C'est selon. Mais c'est assez vaste, il faudrait que vous me précisiez un peu le point. Oui, ces jeunes Africains qui Ah. partent Ces par jeunes... milliers et qui meurent parfois en Oui. haute mer et qui sont rejetés par leur pays d'accueil. Oui. Et ces jeunes Africains, j'ai envie de vous retourner un peu la chose, si vous me permettez. J'ai envie de vous dire, comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à conserver l'espoir dans leur propre pays? C'est là-dessus, c'est à la source. Bonne question. C'est à la source qu'il faut aller. Quand vous me parlez de ces jeunes Français qui partent vers le djihadisme, je ne vous dis pas c'est à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, je vous dis c'est à cause de ce qui se passe en France. Et quand vous me parlez de ces jeunes Africains qui, au péril de leur vie, essayent de trouver une forme de paradis, bien illusoire, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que c'est au cœur de ces pays qu'il faut trouver la solution. Oui, parce que les politiques ont échoué, c'est ce que vous voulez dire? Alors, je ne sais pas si les politiques ont échoué, mais je constate que nous avons une jeunesse. D'abord, vous avez beaucoup de jeunes en Afrique, une forte population jeune qui n'a pas de travail, comme un peu partout dans le monde, et il faut plutôt qu'on construise là-dessus vos politiques et les autres, parce que l'Europe est naturellement concernée. Elle vous dit, je vois arriver des vagues de migrants, il faut faire quelque chose. Il faut que l'Europe fasse quelque chose avec les politiques de ces pays pour essayer de donner de l'espoir, du travail, tout simplement, à cette jeunesse ici. Alors, vous allez parler de fiscalité, de la succession et de l'enseignement. Pourquoi ces thèmes? Parce que ce sont des thèmes qui sont naturellement très chers aux Français de l'étranger. Je rappelle qu'un Français de l'étranger qui, par exemple, dispose d'un petit appartement en France qu'il loue, va payer 35,5% d'impôts sur les fruits de sa location, alors qu'un Français de France ne payerait pas autant d'impôts, parce qu'il y a une fiscalité qui est spécifique à ce qu'on appelle les non-résidents. Les Français de l'étranger payent les écoles françaises, de la République française, qui sont présentes dans les pays de la circonscription, extrêmement chères, alors que normalement l'école française est publique et gratuite pour les Français. Donc ce sont des thèmes qui les touchent particulièrement. Oui, et la fiscalité. Eh bien, la fiscalité, il y aurait beaucoup à en dire. Alors, puisque vous voulez qu'on soit un peu technique, sans embêter vos téléspectateurs, lorsque vous louez, que vous soyez d'ailleurs sénégalais ou français, si vous avez un appartement que vous louez, sur les revenus de la location, on va vous imposer un minimum de 20%, plus 15,5% de CSG, CRDS, qui sont des contributions sociales. Or, vous, comme le Français qui vit ici, ne percevra aucun bénéfice d'allocation sociale, puisqu'il ne bénéficie ni de la sécurité sociale, ni des allocations familiales françaises. Donc il paye à fond perdu. Ne faudrait-il pas réduire un peu pour pouvoir justement qu'il y ait de plus en plus de Français, voire de non-résidents, qui investissent dans l'immobilier en France? 1 milliard d'euros, c'est le montant qu'on a estimé que les Français de l'étranger investissaient dans l'immobilier chaque année en France. C'est énorme. Vous êtes 11 députés sur plus de 500 à l'Assemblée nationale française. Vous séjournez dans un pays qui va justement expérimenter prochainement l'élection directe de députés devant représenter les Sénégalais à l'étranger. Quel est le rôle d'un député de la diaspora? Eh bien, c'est de se préoccuper des questions de la diaspora. Voyez-vous, moi je m'occupe de la diaspora française en Afrique. Et je connais leurs problèmes, leurs difficultés. J'en ai évoqué quelques-uns rapidement. La fiscalité, l'enseignement, la protection sociale, ce sont des thèmes. Et parmi eux, il y a des thèmes qui sont encore plus compliqués lorsque notamment nous avons affaire à des binationaux ou à des couples mixtes qui des fois effectivement commencent à perdre certaines prérogatives de tel ou tel État en fonction justement de cette mixité parce que les lois ne sont pas toujours justement, en harmonie. La question c'est, est-ce que vous pesez justement sur les politiques publiques? Vous êtes 11 sur plus de 500. Au Sénégal, ils seront 15 sur 160, par exemple. Eh bien, moi, je crois, voyez-vous, c'est ma vision toute personnelle, c'est que je pense que le job, comme on dit, ne doit pas se faire forcément dans l'Assemblée nationale du pays, en l'occurrence la France pour des députés des Français de l'étranger. Je pense que le job, comme on dit, doit se faire sur le terrain. Moi, je connais le continent africain, j'y suis né, j'y vis, j'y parcours plusieurs pays, je connais donc mes communautés. Et je connais aussi, ces communautés-là ont naturellement de l'influence. Ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des responsables d'établissement. Si ce sont des binationaux, ils ont naturellement des connexions. Et on peut avoir des connexions avec le pays concerné. Pour essayer d'être un lien, non seulement entre les deux pays, mais peut-être aussi entre les deux gouvernements. Pour moi, ce type de député devrait ressembler à des sortes de grands ambassadeurs itinérants
pour la cause des populations. Justement, une sorte de connexion entre vous, députés qui vivez à l'étranger pour votre pays, et ces députés qui vivent en France ou ailleurs, en Amérique, en Asie, pour le Sénégal, par exemple. Oui. Il peut y avoir des plages de convergence. Ah, ça serait fantastique. Ouais. Ça serait une très bonne chose. Parce que Bon, je voyez-vous, vous file l'idée et c'est gratuit. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui. Mais je pense que vos collègues sénégalais apprécieront également que vous nous ayez soumis cette idée. Parce que je pense, si vous me permettez, que la politique ne doit plus être laissée simplement à un certain nombre d'apparatchiks. Je parle principalement, bien évidemment, de la France, et vous voyez bien ce qu'il s'y passe. La politique doit revenir au peuple. N'oublions pas la démocratie. Dernière chose, l'élection présidentielle en France, le premier tour est prévu au mois d'avril. Sur fond d'inculpation de François Fillon, candidat des Républicains, il avait dit, si je suis mis en examen, je renonce. Ben là, il maintient sa candidature. Votre commentaire sur cette élection en France? Que M. Fillon a une très mauvaise équipe de communication. Ouais. Vous savez, la il politique... avait dit, imaginez De Gaulle mis en examen, faisant allusion à Sarkozy. Oui. Moi, je crois que, si vous voulez, on est beaucoup sur de la communication et du marketing. De plus en plus dans les élections, quelles qu'elles soient. Voyons Trump, par exemple, aux États-Unis. Voyons maintenant la France. Voyons le phénomène Macron. Nous sommes beaucoup sur du marketing. Également, il faut y prêter Marine attention. Marine Le Pen, qui est devant, selon tous les sondages. Oui. Et je pense qu'il faut raison garder, comme disait l'autre, c'est-à-dire essayons d'oublier l'approche marketing, recentrons-nous sur ce qui est l'essentiel pour un pays. Et vous pensez que la France pourrait basculer du côté de Macron ou de Marine Le Pen à la prochaine élection? Vous savez, de nos jours, plus personne n'ose faire un pronostic en politique. Hein. Vous avez un candidat? Non, je n'ai pas de candidat en particulier. Je suis comme beaucoup de Français. Les cartes ont été redistribuées pour la première fois. Auparavant, on savait qu'un gars qui était à gauche allait voter à gauche, un gars qui était à droite votait à droite. Et maintenant, les cartes sont en train de redistribuer et nous voyons et nous vivons cette campagne jour par jour, heure par heure. C'est un véritable feuilleton, cette campagne. Merci. Vous appelez Frédéric Elbar, candidat indépendant à la députation en France au nom des Sénégalais, des Français à l'étranger. C'est fini pour ce soir. Rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.